sont protégés en cette période. Avec ces deux éléments, nous pouvons vous assurer que nous ferons les meilleurs pour accompagner nos forces armées. Nous le faisons déjà. Merci. Merci Madame Rosalie pour cette question. Quelle garantie que les journalistes seront protégés? J'ai coutume à dire que le meilleur rempart du journaliste, c'est le professionnalisme. Par professionnalisme, j'entends, Madame Rosalie Zawadi, vous en êtes le portrait, c'est de l'information qui est recoupée, c'est de l'information qui est certifiée et qui est passée par tous les processus du qui, quoi, quand, où et comment, comme nous l'avions appris à l'université. Et donc, de ce point de vue, c'est la première garantie. Et vous avez vu que depuis notre arrivée à la tête de ces départements du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, il y a un effort qui est fait pour que nous puissions être transparents. Nous venons avec vous, avec les informations de manière régulière. Et il faut considérer, et je parle ici en présence du porte-parole de l'armée, que vous avez les bons contacts et que chaque fois que de besoin, à défaut d'avoir le général Kassonga, le général Ekenge que vous connaissez, ils sont tous disponibles pour vous apporter des réponses, ou les majors Ndjike qui travaillent ici. Et nous, pour ce qui nous concerne, il faut un état de siège aussi de la communication pour cette sous-région. Autant il y a cet état de siège militaire, autant il faut cet état de siège pour accompagner les efforts de notre armée. Parce que nous avons remarqué que dans cette partie du territoire, il y a beaucoup de manipulations. C'est pour ça que nous sommes restés ici aux côtés du président de la République pour essayer de suivre à chaque étape de son passage, que ce soit à Goma, à Beni ou à Butembo ou à Bunia. Nous avons constaté justement qu'il y a un vide qui nécessite d'être comblé par l'information publique. Nous allons voir à notre niveau comment nous allons nous organiser pour répondre à ces besoins en fonction de moyens disponibles. Nous allons aussi voir par quelle mesure nous allons continuer notre collaboration étroite avec les services de communication et d'information de nos forces armées pour être sûr que nous avons la bonne information et que nous avons la disponibilité qu'il vous faut chaque fois que cela sera de besoin. Alors, vous avez parlé des difficultés de la presse du Nord Kivu, mais les difficultés, madame, fort malheureusement, les difficultés, il y en a partout dans ce pays parce que nous vivons dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais spécifiquement pour la presse du Nord Kivu, nous allons amener l'information. Évidemment, parce qu'il s'agit de l'état de siège, je crois qu'il y a des besoins en formation. Parce qu'il ne faudrait pas se gêner, nous sommes des journalistes, mais nous ne sommes pas spécialistes sur toutes les questions. Et pour une question complexe comme celle de l'état de siège, et tout ce que cela entraîne comme conséquence, parce que nous vivons dans un régime temporaire d'exception, il faut bien que le journaliste soit le premier à les comprendre, parce que ce sont ceux-là qui doivent être les premiers à l'expliquer. Vous avez vu que ça fait un mois qu'il y a l'état de siège ici, que les gens fonctionnent normalement, que les boutiques s'ouvrent. Au départ, les gens pensaient que du fait de l'état de siège, on prendrait les véhicules des uns et les autres, parce qu'il y a toujours une radio-trottoir qui fonctionne. On pensait qu'on va exproprier les biens des uns et des autres. L'état de siège, c'est une période temporaire avec des mesures précises qui permettent de mettre fin à la menace, parce qu'ici, nous sommes devant une thérapie des chocs. Alors, vous avez parlé spécifiquement des moyens financiers. Bon, encore que de ce point de vue, nous on va dire non, le gouvernement on va regarder les médias publics, mais ce n'est pas suffisant parce que fort malheureusement l'effort que nous vous demandons est un effort qui doit être accompagné. Donc je ne saurais pas moi ici prendre un quelconque engagement à ce sujet au plan financier notamment, mais nous sommes venus, nous avons évalué les besoins, le gouvernement, nous ferons le rapport au Premier ministre pour que nous puissions voir dans quelle mesure on va d'abord assurer dans un premier temps une forme de formation. Nous aurons le temps de discuter sur ces questions spécifiquement et voir dans quelle mesure
on peut trouver des mesures d'accompagnement. Mais cela signifie que nous devons vous connaître. Alors, j'ai demandé un travail de cartographie des médias ici. J'attends de les recevoir, mais vous savez que notre métier est infiltré. Aujourd'hui, ce qui cause le plus de dommages dans le travail du journalisme, c'est des moutons noirs, vous connaissez l'expression. Et donc, il y a un travail qui doit aussi être fait de ce point de vue pour identifier qui est journaliste, qui ne l'est pas, pour voir dans quelle mesure on se soutient pour essayer d'avancer, de donner des réponses. Tout vert, Wundi pour la RTNC. Tout vert, en attendant qu'il atteigne le micro, je vais passer la parole au général Kassonga pour un complément. La préoccupation exprimée par Madame tout à l'heure, dans le volet liberté, c'est vrai, notre liberté, nous voulons la défendre, mais la meilleure manière de la défendre, c'est de respecter d'abord notre propre code de conduite. C'est respecter les lois qui nous régissent dans ce pays. Mais c'est également, le ministre l'a dit, nous soumettre à un processus continu de formation. Nous sommes venus dans cette ville 3 fois de suite. Nous avons organisé ce que nous avons appelé le pool de correspondants. Pendant 2 semaines, ici, 3 fois de suite, soutenu par l'Union européenne à travers Progress, nous sommes venus et nous avions eu, je crois, 25 organes de presse qui avaient souscrit, qui avaient répondu à notre appel. Et nous avons amené des professeurs d'université venus de Kinshasa, mais également des gens qui étaient venus de France, y compris nous-mêmes. Nous avons échangé, mais aussi reçu de formations bien typiques pour nous aider à travailler comme il se doit. L'objectif visé par cette formation, c'était de permettre aux journalistes de Goma, disons du Nord Kivu, parce que les gens étaient venus de partout, de se mettre en bonne posture, d'avoir les capacités professionnelles pour communiquer sur les affaires de l'armée en connaissance des causes, sans énerver la loi, sans s'attirer des ennuis. Et je pense que depuis ces 3 sessions de formation, jusqu'à ce jour, aucun journaliste, membre de ces réseaux, n'a été inquiété pour quoi que ce soit, ni seulement rappelé à l'ordre, pas du tout. Parce qu'ils ont appris comment communiquer sur l'armée, comment communiquer pour l'armée et comment aider l'armée à communiquer. Hier, on nous appelait la grande muette, et vous le savez, aujourd'hui, nous sommes devenus le grand bavard. Parce que nous venons vers vous, nous vous donnons tout. Nous ne cachons rien. Nous vous présentons nos victoires, les victoires engrangées par les forces armées, mais également nous vous présentons nos écueils, nos revers. Nous le disons, nous avons été à tel endroit, nous avons gagné certes, mais voici ce que nous avons enregistré. Mais dans votre comportement au quotidien, professionnel, est-ce que vous vous mettez en posture de pouvoir communiquer, le ministre l'a dit, recouper, vérifier, authentifier votre information et ensuite la diffuser librement? Je pense qu'il y a des problèmes. Parce que les gens qui sont, disons-nous la vérité, on est dans cette salle. Il y a beaucoup de collègues ici, dans les réseaux sociaux. Il y a 2 semaines, 1 semaine, que n'a-t-on pas dit sur l'armée? Mais écoutez, la moindre des choses, c'est de venir vers la source. Le ministre est présent ici depuis 3 semaines. C'est de venir vers l'armée. En tout cas, quiconque m'appelle ou appelle général Ekenge ou s'indique n'a pas l'information ou le fait précis, il se réfère à la hiérarchie au-dessus. Nous lui disons, voici ce qui s'est passé hier à Bounia. Ce jeune homme qui a été arrêté il y a 6 mois. Est-ce que vous l'aurez appris, vous l'aurez su? Non. J'ai dit, monsieur, immédiatement informer l'opinion. J'ai informé notre ministre, c'est passé automatiquement. Ce jour-là, il y a eu l'événement de Béni, avec ce voyou qui s'est fait exploser. J'ai dit, Excellence, voici. L'Excellence m'a dit, Général, on doit communiquer immédiatement. J'ai dit, à vos ordres d'Excellence, on communique. Mais dans votre comportement professionnel, intégrer ces dimensions d'attitude professionnelle qui exigent de nous véracité, responsabilité, eh bien, aptitude de vérification. À ce moment-là, où que vous soyez, quoi que vous fassiez,
vous serez libre de faire votre travail. Et vous n'appellerez jamais Tivis des journalistes en danger pour dire moi je suis ici à tel endroit, j'ai été pris. Je prends un dernier exemple pour remettre la parole à son Excellence. Il y a un mois, je crois, j'étais chez moi au bureau, un journaliste m'appelle, il me dit il y a un journaliste qui a été arrêté sur 24 novembre, sur l'avenue du Haut Commandement, c'est en face du collège de hautes études de stratégie et de défense, en tout cas pas très loin de chez moi. Je lui dis pour quelle raison, il dit lui-même était à Lubumbashi, il ne savait pas pourquoi. Bon, j'ai appelé, on m'a dit, et fait vérifier, ce monsieur-là est venu devant le collège de hautes études de stratégie et de défense avec son appareil photo. À 11h, il s'est mis à prendre des photos. Imaginez une structure militaire, stratégique. Il vient, il entre, il se met à prendre des photos. Il est appelé, il pose les questions, il dit je suis journaliste. Il dit enfin, même au marché, quand on trouve quelqu'un en train de vendre, on lui demande quand même, madame, ça coûte combien? Mais si vous entrez, vous commencez à prendre gratuitement, c'est pas comme ça. Eh bien, celui-là, le monde entier, non, on a arrêté un journaliste parce que c'est la liberté. Est-ce que c'est cela la liberté? Si c'est cela la liberté, nous, on n'a jamais été à l'école pour apprendre cela. Ça, c'est du désordre. Ce que nous avons appris, c'est apprendre, vérifier, authentifier et communiquer. Je suis libre, je vais dormir tranquille. Personne ne m'appellera. Mais si c'est le contraire, on vous demandera des comptes. Excellence. Mon général. Merci, Excellence. Dans le cadre de l'état de siège ici en province, nous sommes accompagnés par le service de communication et d'information des forces armées. J'étais un peu inquiet parce qu'il me manquait un communicateur. J'ai fait le rapport à Kinshasa et aujourd'hui on m'a affecté le général Ekenge qui sera désormais notre communicateur au niveau donc de Nord Kivu. Mais avant son arrivée, voilà, il est là, merci. Avant son arrivée, j'étais avec le major Ndike que vous connaissez. Mais malgré ça, ce ne serait pas seulement le CIFA qui doit nous accompagner sur le terrain partout où nous serons. Moi, j'ai dit au major Ndike de me choisir quelques organes de presse locales, malgré le maigre moyen, comme l'a dit Maman Rosalie. Mais nous avons institué cela et ces organes de presse nous accompagnent sur le terrain, malgré qu'ils ne sont pas effectifs donc dans l'administration, mais ils sont censés nous conduire partout où nous irons. Et c'est comme ça que ça marche. Cela ne veut pas dire que je pouvais fermer la porte aux organes locaux ici. Non, j'ai dit, cherchez-moi 4 ou 5 organes ici et que qu'ils doivent nous accompagner. Et c'est là, c'est à ce niveau-là que nous sommes organisés ici. Très bien, tout vert. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole nous accordée. La préoccupation que nous avons, elle vient de la plupart des populations que nous côtoyons. Sur les avancées de l'état de siège, Monsieur le gouverneur, vous avez donné un bilan qui montre qu'il y a un travail. Les questions s'adressent au ministre. Okay. Et je me fais compléter. Merci. Monsieur le ministre, nous voulons savoir aujourd'hui, est-ce que le gouvernement provincial du Nord Kivu a déjà tous les moyens qu'il faut pour qu'il puisse finalement, effectivement, s'occuper de l'état de siège? Parce que la population estime que le gouverneur militaire nommé est plus administratif que homme de terrain. Pourtant, nous le verrons sur le terrain, nous l'accompagnons également sur le terrain. Aujourd'hui, quelle serait la difficulté que le gouvernement a pour que le gouvernement provincial au Nord Kivu fasse preuve de cette frappe que les gens entendent sur tous les plans? Je vous remercie. Merci de la question, mais vous savez que depuis les opérations militaires ici n'ont pas commencé avec l'état de siège. Les opérations militaires existent depuis de longs mois. Et que si l'on a décidé
au niveau de la province du Nord Kivu et de l'Ituri de proclamer l'état de siège, c'est parce qu'au-delà des opérations militaires, il y a des solutions qui n'ont pas été trouvées. Parce que la situation est d'une grande complexité et que le président de la République, parce qu'il y a ces mécanismes constitutionnels qui est prévu, était parce que les populations continuent à se plaindre. Il y avait des cas de décapitation. Il y avait tous les cas de malheur que nous connaissons ici. Il fallait une action énergique. En confiant la gestion de ces provinces à des militaires, parce qu'ici, l'état de siège, j'espère que vous êtes attentifs et que vous suivez, que ce n'est pas seulement le gouverneur qui est militaire, mais les administrateurs des territoires, militaires et policiers. L'armée arrive avec des tâches spécifiques liées à la défense, la police reste pour la restauration et la consolidation de ce qui est fait. Et donc, il faut considérer qu'ici, il y a une volonté politique claire d'utiliser tous les moyens. Parce que je vous ai parlé ici, récemment, on a entendu le président de l'Assemblée nationale dire ce qu'il a dit, parce qu'il y a des soupçons de connivence entre les groupes armés et certaines notabilités. Et c'est ce qui complexifie la question, parce que la bataille que nous avons ici, elle est asymétrique, parce que les groupes armés peuvent taper à des moments où vous entendez le moins. Et il y a des discours politiques qui accompagnent ces agissements, parce que chaque groupe armé a un relais politique bien identifié. Vous savez par exemple que quand il y a état de siège, vous ne pouvez pas venir, moi j'étais député il y a quelques mois, et me prévaloir par exemple des immunités parlementaires lorsque, de par mon attitude, de par mes mots, j'aide l'ennemi. Et donc pour des raisons précises, je souhaiterais que les gens puissent relire l'ordonnance portant mesures d'application de l'état de siège. Le mandat du gouverneur militaire est bien spécifié pour l'état de siège, mais bien au-delà. Parce que le gouverneur, c'est les représentants du président de la République, commandant suprême. Il a bien évidemment entre ses mains la tâche administrative de la gestion de la province pendant cette période temporaire. Nous étions avec le président de la République à Béni. Lorsqu'il s'adressait aux notabilités, il a dit toute l'admiration qu'il avait pour le gouverneur civil ici, qui s'appelait Carline Zazou. Mais l'idée, ici, ce n'est pas de se dire que les civils ont failli, mais la nature de la menace qui touche à l'intégrité du territoire requiert une action forte, une action d'envergure. Et alors, le gouverneur arrive dans une situation d'état temporaire, où il faut une thérapie de choc. La thérapie des chocs, c'est bien évidemment de renforcer les opérations qui étaient déjà en cours, les effectifs, mais c'est aussi de voir quelles autres mesures peuvent être prises pour être sûr que tous ceux qui menacent l'intégrité du territoire, qu'ils soient dans la ville, dans la brousse ou dans la forêt, qu'on puisse y mettre la main. La question des moyens. Vous savez que je voudrais faire l'économie de la situation économique du pays de manière générale. Mais ici, il y a une volonté politique claire de mettre fin à cette situation, et à côté de cette volonté politique, des moyens ont été mis à disposition. Je ne saurais pas vous dire quelles en étaient la hauteur, mais ici, la volonté politique est claire, et chaque fois que cela sera de besoin, les moyens humains, matériels, d'information, le gouvernement du Premier ministre Sama fera de son mieux pour y apporter la réponse. Monsieur le gouverneur, un complément. Merci, Excellence. Nous avons écouté notre frère qui a posé la question. Je sais que le besoin de la paix est imminent et vous avez besoin du résultat tout de suite. Oui, c'est ça. Mais il faut savoir, nous ne sommes pas là pour étaler le secret militaire dans la rue. Et il faut savoir comment l'armée fonctionne. Et nous ne sommes pas là pour vous expliquer comment l'armée fonctionne. Maintenant, c'est tout un cours. Mais je vous dis que pour toute une guerre nécessite une planification. La planification, c'est un acte militaire qui s'étale dans le temps et dans l'espace. Mais avant cette planification, mais il y a des opérations sur le terrain. Nous venons de vous étaler
les bilans ici. Nous devons remonter en puissance. Un général 3 étoiles ne peut pas descendre dans un village parce que il vient en Rambo seulement comme ça, avec son pistolet pour faire la guerre. Non, ce n'est pas comme ça. Ça se prépare. Il faut des acquisitions. Et nous nous préparons en conséquence, mes chers amis. En homme, en matériel. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui dans des magasins ici, dans des sociétés ici, acheter un véhicule comme un pain. Soignons intellectuels. Et nous sommes sur ça. Et vous verrez. Et les hommes, vous le verrez. Et les opérations sont en cours. Et les moissons sont là. Je ne peux pas aller me présenter devant mes officiers en non responsable pour commencer à ranger les officiers. Non, les officiers sont aussi comme vous. La troupe, c'est aussi comme vous. Quand on voit un grand général débarquer, ça dit qu'il y a le moral, il veut rehausser le moral, il vient apporter la solution. Moi, je ne peux pas aller devant mes officiers pour commencer à dire moral, moral, moral. Non. Les généraux viennent avec des solutions. Et les solutions sont en cours. Et les opérations se poursuivent normalement. Dans le Grand Nord, je vous apprends que nous n'avons pas un front. Un front, qu'est-ce que cela veut dire? De l'autre côté, vous avez l'ennemi qui occupe un terrain. Et de l'autre côté, vous avez nos forces. Et on commence à faire le jeu de guerre. C'est lui qui doit occuper le terrain. On occupe le terrain en neutralisant l'ennemi. Mais la guerre asymétrique qui nous est imposée au Grand Nord. Mais vous dormez avec l'ennemi, monsieur. Vous vous réveillez avec l'ennemi. L'ennemi est à gauche, l'ennemi est à droite, l'ennemi s'explose entre tes mains. Et c'est ça cette guerre. Le territoire de Béni, avec sa superficie, avec cet ennemi éparpillé partout, en petits groupes. C'est ça le problème. Il ne peut pas faire face aux forces loyalistes. Un ADF, 2 ADF qui apparaissent dans un village, en armes blanches ou en armes à feu. Il tue 8, 5, 10 personnes. Mais c'est facile à le faire. C'est facile à le faire. Et c'est cet ennemi-là que nous devons chercher dans des forêts denses, dans des montagnes, dans des plaines, dans des villages, dans des agglomérations. Voilà l'ennemi que nous faisons face. L'ennemi qui est devant nous, si nous avions un front, mais c'est quelque chose d'une semaine, on termine avec ça. Et l'ennemi qui est dans notre territoire, ce n'est pas un ennemi à l'extérieur, il est dans notre territoire et il a un front. Mais mes chers amis, il ne peut pas se mettre devant nous. Soyez confiants en votre armée. Vous avez des militaires disciplinés. Vous avez vos militaires, vous avez des militaires disciplinés. Et ils sont patriotes, très combatifs. Mais la difficulté, c'est cette guerre asymétrique que je viens de vous détailler. Mais croyez-nous, nous sommes sur ça et nous allons nous battre. Le système de 1+3, nous allons tous finir là-bas. Nous allons tous finir là-bas. C'est ainsi que nous appelons toute notre nation, notre population à nous accompagner. Et l'éveil maintenant qui est dans le pays, même parmi nos compatriotes à l'étranger, ça nous encourage. Et continuons comme ça, chers amis. Continuons comme ça. Et
Et nous allons bouder hors de notre territoire cet ennemi. Mais dans cet ennemi, ADEF, ça c'est notre effort principal, l'axe Grand Nord. Mais nous avons nos compatriotes là-dedans, à 60%. Et les victimes sont qui? Les victimes, ce sont nos mamans, nos propres papas, nos propres enfants, nos filles, nos femmes qui sont violées par nous-mêmes, qui coalisons avec les étrangers contre notre territoire, contre notre population. Quand, à mon arrivée ici, la première fois que j'ai pris parole, j'ai dit trop, c'est trop. J'ai même dit en lingala, c'est une interpellation pour nous de dire, en tout cas finalement, 20 ans dans cette situation. Est-ce que ça ne peut pas prendre fin? Voilà ces mots que je peux répondre à mon ami qui m'a qualifié d'administratif. Qui m'a qualifié d'administratif. Il y en a même un grand responsable qui nous a qualifié de vulcanologue, quelque chose comme ça. Mais en tant que responsable, mes chers amis, nous sommes intellectuels, je suis gouverneur, j'ai 2 casquettes. Je suis le commandant des opérations et je suis gouverneur des provinces. Et j'arrive ici le 10 mai. Le 22 mai, j'ai entre mes mains un problème avec un grand général qui est Nyiragongo. Je peux même le qualifier de maréchal Nyiragongo qui est devant moi. Moi, je me soumets seulement à lui. Et je dois protéger ma population. Donc je devais dire non, je ne suis pas venu pour ça. Donc je vais faire la guerre parce qu'on m'attend en train de tirer tout ça. C'est seulement le bruit que vous allez. Non. Nous devons sauver notre population. Et nous étions à côté de notre population du début jusqu'à la fin. Et par des moments, j'ai quitté même ma population, je suis sur le terrain. Et je dois crier partout que je vais à tel coin, dans tel coin, je suis en train de faire ça. Ça, ce n'est pas militaire et ce n'est pas responsable. Mais un militaire ne peut pas être un populiste. Un militaire ne peut pas être populiste. Nous sommes comme une poubelle. Jetez tout ce que vous pouvez jeter comme saleté, nous l'acceptons. Parce que nous sommes au service de la nation, nous sommes à votre service. Merci beaucoup. Merci mon général. On va prendre un commentaire du général Kassonga et puis on va prendre les 2 dernières questions parce que nous devons rendre l'antenne à Kinshasa, mon général. Monsieur Excellence, chers confrères, chers consoeurs, il y a une évidence que vous devez avoir tout le temps quand vous apportez des questions qui sont spécifiques à l'armée, spécialement en ce qui concerne les responsabilités confiées au gouverneur militaire. Un objectif militaire n'est pas un sujet à partager avec tout le monde. Le commandant, gouverneur militaire, il est commandant des opérations en même temps. Et sur le terrain, il a ce qu'on appelle les éléments de manœuvre. Les éléments de manœuvre, tels qu'il est là, il a des secteurs opérationnels. C'est un certain nombre d'éléments placés sur une ligne, sur un aspect, sur un volet, et il attend, il fait un plan, il demande à ces secteurs-là de lui présenter le bilan et de dresser le bilan en termes de résultats. Et il le fait. Et son téléphone, si vous le prenez, vous regardez, peut-être que parmi vous, certains tomberaient malades chaque jour. Parce que, au-delà de 122 appels par jour, je crois que vous allez avoir des montées et peut-être même faire l'AVC. Et il le fait. Deuxièmement, la guerre asymétrique qui est menée par l'ennemi, ce n'est pas sur un front physique, comme il l'a dit. Mais vous n'oubliez pas, votre armée a mené des guerres sur des fronts physiques contre les Egnelés à l'Équateur. 2 jours, c'était fini. Sur un front physique.
2 jours, c'était fini. Votre armée a mené la guerre contre la LRA à Dungu. 7 jours, c'était fini. Vous ne devez pas avoir la mémoire courte. Vous avez des dossiers de presse, vous avez des dossiers, vous avez des études que vous avez menées, vous faites vos investigations, vous avez vos enquêtes et vous avez des documentations que vous gardez quand on évoque une telle chose ou un tel événement, vous regardez dans votre dossier, y compris dans votre ordinateur, à cette date-là, 2008-2009, vous avez la guerre contre la LRA à Dungu, dans la localité de Souké, fonds physique détruit, anéanti, terminé. Mais vous avez encore dans cette ville ici, dans cette province ici, le M23, qui avait été présenté comme une machine infranchissable, invincible. Mais c'est votre armée, la même qui se bat aujourd'hui, qui a mené la guerre ici dans 5 jours. À moins que je me trompe, l'opération Pomme Orange, c'est ici. Nous l'avons menée ici. Et le M23 était vaincu. C'est un front physique. Mais si l'ennemi, il évite d'affronter les forces armées, parce qu'il n'a ni capacité, ni possibilité de résister, alors il se dilue dans la population, le gouverneur vous l'a dit, il recrute même nos propres enfants, nos sœurs, nos mères, l'ennemi. Et il opère par groupe de 2 ou 3 avec des bombes artisanales. La dernière preuve, vous l'avez, le 27, le 28, le gouverneur l'a dit, même son excellence, monsieur le ministre, monsieur avait une bombe, et ce monsieur-là, c'était parmi les gens les plus radicaux du mouvement. Il avait une moto, il a vu sa bombe autour de lui, il a voulu aller dans un endroit très fréquenté pour agiter, disons, et faire exploser sa bombe, et donc faire beaucoup de dégâts. Dieu merci, c'est lui-même qui s'est fait exploser. Les résultats, vous l'avez. Et donc, ces gens-là, ne croyez pas que quand le gouverneur, notre frère, lui pose la question de bonne foi, il va apprendre. Mais toutes les nuits, pendant que vous dormez, mon frère, pendant que vous dormez là, le gouverneur, il est devant une carte, la province du Nord Kivu, ici à côté, l'Ituri, il regarde, mes hommes opèrent à tel endroit, est-ce qu'ils ont atteint l'objectif que je leur ai fixé aujourd'hui? Telle localité, tel endroit, est-ce que telle cible a déjà été neutralisée ou on a capturé? C'est tous les jours, c'est l'exercice auquel il se livre, tous les jours ici. Donc, il ne dort pas, il n'est pas administratif, il n'est pas qu'administratif, mais surtout il est opérationnel. Vous savez, que fait le gouverneur au-delà de suivre ces opérations-là? Dans le texte portant mesures d'application, il doit rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions détenues par des voyous, des gens qui n'en ont ni capacité ni compétence. Il doit interdire des publications, les réunions qu'il juge de nature à exciter, à porter atteinte à l'ordre public. Vous savez, je vous ai dit au départ, par vos écrits, par nos écrits, par nos prises de position, ce que nous disons a un impact l'ordre public, impacte le comportement social des gens. Il doit instituer par décision des zones de protection. Il doit veiller à ce que tout ce que nous faisons, notre comportement au quotidien, ne fasse pas ombrage, n'empêche pas l'exécution ou l'accomplissement des missions dévolues à l'état de siège dans le cas des ordonnances signées par le chef de l'État. C'est ce qu'il fait tous les jours. À ce titre-là, chaque jour qui passe, Excellence, chaque jour qui passe, le gouverneur militaire veille à ce que toutes les séquences contenues dans le plan d'action, que vous appelez fait de route, que nous appelons plan des opérations, toutes les séquences contenues dans ce plan-là, au jour le jour, soient exécutées et qu'on lui dise, mon général, mission accomplie. Excellence. Merci. Donc, on va prendre les dernières questions. Je vais donc inviter Marie-Noël de Michapi Télévision, M. Ngorombi des RFI et M. Jaffa des Reuters. Une question, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière le temps et nous devons rendre l'antenne. Merci. Merci, Excellence. Je suis Marie-Noël Kabouya de... Je m'excuse. Merci beaucoup, Excellence. Je suis Marie-Noël Kabouya de Michapi Voice TV. Excellence, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que votre gouvernement compte faire face à l'insuffisance militaire
que l'on a décriées dans certaines parties de la République démocratique du Congo, notamment en territoire de Nyiragongo, mais aussi à Béni. Le chef de l'État l'a dit dernièrement, il y avait un petit problème en ce qui concerne les effectifs. Parce que c'est une question, merci. Prochaine question, on va enregistrer comme ça, on répond une fois pour toutes. Prochaine question, s'il vous plaît. RFI, j'ai vu RFI. C'est Sabit Jafar pour Thomson Reuters. Ma question s'adresse directement à l'excellence, monsieur le ministre. Il y a 15 jours, j'ai été à Nitouri et j'ai accompagné le gouverneur militaire du Nord Kivu dans le Massissi, où j'ai assisté moi-même à de redditions de miliciens. Et chaque fois que l'on parle avec ces miliciens, ils disent que la motivation, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se rendent, mais la motivation qui leur pousse toujours à revenir dans les rébellions, c'est parce que le gouvernement congolais ne respecte toujours pas les engagements pris lorsque ces derniers se rendent. Est-ce que le gouvernement congolais, cette fois-ci, dans l'idée d'accompagner l'état de siège et mettre fin à la répétition des rébellions, prendra en charge ces miliciens qui se rendent et qui sont dans des sites de pré-cantonnement afin que ces derniers ne retournent pas en brousse? Merci. Merci. Ah oui, merci. Nous voulions savoir si les opérations militaires... Présentez-vous s'il vous plaît, dites-nous. Je suis Chubengorombi, de RFI Kiswahili. Nous voulions savoir si les opérations militaires conjointes sont toujours envisagées entre les FARDC et les RDF. Merci. Merci. Je commence par la dernière question. Opération conjointe envisagée. Je crois que le président de la République qui s'est exprimé ici le week-end dernier à côté de son homologue rwandais a circonscrit le cas de la collaboration. On a parlé d'échange de renseignements. Autant nous parlons politique, ici, il n'est pas envisagé des opérations conjointes avec les RDF. On verra dans l'avenir de la collaboration en fonction des menaces, mais je ne pense pas que cela soit nécessaire parce que nous avons nos forces armées qui sont aguerries pour le faire. Nous échangeons des renseignements, y compris parce que les FDLR sont des Rwandais, et que quand ils décident de se rendre, c'est dans leur pays qu'ils doivent retourner, mais la question des opérations militaires, pas du tout. Alors, la question du déficit d'insuffisance aux militaires, je crois peut-être que vous vouliez dire les déficits en nombre, parce qu'évidemment le pays est grand. Le pays est grand et vous ne pouvez pas imaginer la pression que subissent nos militaires qui sont depuis 20 ans en opération. Les brigades qui sont déployées, les unités. Il ne faut pas oublier que nous sommes, notre gouvernement, nous héritons d'un contexte. Et les contextes dans lesquels nous héritons, nous ne voulons pas retourner dans les passés parce que nous assumons le fait que nous soyons là et que nous représentons l'État. Mais aujourd'hui, il est clair qu'en fonction des menaces, de la complexité de la situation du pays, il nous faut de nouvelles unités. Et ce qui est bien, c'est que l'armée continue les recrutements. Il y a des jeunes qui sont formés. Le général Kassonga pourra vous dire un mot tout à l'heure, des unités qui sont en cours de formation et qui seront déversées bientôt sur le terrain des opérations. Et donc, c'est vrai qu'il y a une question de nombre. Il nous faut davantage parce qu'on a besoin d'avoir des unités prêtes à intervenir partout dans toutes les 3 zones de défense. Et pour un pays comme la République démocratique du Congo, avec 9 voisins, l'armée doit être la première institution du pays, la plus puissante. Et vous savez que de ce point de vue, le président de la République est déterminé. Nous allons y arriver. C'est une ambition qui prend du temps parce qu'entre-temps, nous sommes noyés sur des tâches qui sont pas seulement celles de la défense du territoire, mais l'armée intervient souvent, y compris pour le maintien de l'ordre public, qui est une tâche dévolue à la police. Et donc, toutes ces sollicitations font qu'aujourd'hui, nous devons, et le président Tshisekedi l'a dit à Bunia ou à Béni, en toute sincérité, reconnaître les difficultés que nous avons trouvées. Mais on considère ces difficultés comme une opportunité
à partir duquel nous allons construire une armée forte au cœur de l'Afrique. C'est l'ambition. Alors, pour la question sur les miliciens qui s'y rendent, dans cette salle, j'étais présent, le Premier ministre Sama Lukonde, quand il a séjourné ici, avec le ministre de la Défense, on a reçu des miliciens, ici, dans cette salle du Serena. Et nous avons compris que les DDR est une composante qui doit se mettre en parallèle avec des opérations. Ça veut dire, on avance dans les opérations, on avance dans les DDR. Et entre-temps, parce que les DDR, les programmes DDR, on a mis en place des DDR à plusieurs reprises ici, ce n'est pas des programmes qui ont donné des résultats, parce que comme vous l'aviez dit, ils sont retournés dans la bourse. Ici, l'idée, c'est de dire, nous voyons comment, non seulement on fait les DDR, mais on s'assure de leur réinsertion dans la communauté. Lorsqu'on parle de la réinsertion dans la communauté, on s'assure que monsieur, par exemple, Prince, qui était dans tel groupe armé, quitte ce groupe armé, il revient, que peut-il faire pour être utile? Vous savez que pendant l'éruption ici, l'armée est intervenue, et notamment avec son génie militaire, pour construire des abris. On a déployé un hôpital mobile ici, de l'armée. Et donc, il y a de la place là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'armée, avec son corps des génies, peut former ces jeunes. Et donc, il y a des informations que nous vous partagerons au fur et à mesure, mais la question du désarmement, démobilisation, réinsertion est une question urgente qui doit se faire en même temps que les opérations se font. Le gouvernement en est pleinement conscient. Le président de la République, d'ailleurs, l'a dit aussi. Et je crois que dans les jours qui viennent, il y a une ordonnance qui sortira et qui désignera les animateurs de ces programmes qui se mettront directement à l'œuvre parce que nous avons un financement qui a été mis à notre disposition de l'ordre de 50 millions de dollars par nos partenaires qui va permettre de couvrir le premier besoin. Mais là, il y a une communication qui suivra les moments venus pour être sûr que tous ceux qui quittent, on les liste, on les envoie à des endroits où ils peuvent revenir utiles à la vie civile. Je veux me faire compléter. Gouverneur, vous avez un mot sur les DDR ou sinon je prends le porte-parole de l'armée pour clôturer. Voilà, Général Kassonga. Oui, Excellence, pour ma soeur qui a posé la question tout à l'heure à propos de l'insuffisance, vous avez corrigé, vous avez dit plutôt peut-être il n'y a pas suffisamment d'effectifs pour couvrir un secteur précis. Je voudrais rassurer que, une unité militaire, quand elle se déploie, c'est fonction de la menace. Et la menace peut être représentée par un ennemi évalué par exemple à 10 personnes. Face à 10 personnes, l'armée aligne 30 personnes, 30 militaires, avec objectif d'écraser dans l'immédiat. Et ça se fait comme ça. Alors, quand on parle d'effectifs insuffisants ou pas adaptés pour accomplir une mission donnée, c'est peut-être une compréhension propre aux gens qui n'ont pas d'informations suffisantes sur la menace qui est en face. Si par exemple dans une collectivité, vous avez Maï X se retrouve avec 12 personnes, avec 2 armes. Ces gens ils ont la particularité de violer leurs propres parents, leurs soeurs, là. Nous avons l'information, le renseignement vérifié par l'armée. On y envoie 24, 25 ou 30 militaires. Ils font ce travail-là, ils rentrent. Mais quand une radio périphérique, j'en connais parce que j'ai vécu quand même ici plus de 9 mois, plus de 3 ans pour les opérations, j'ai grandi ici. Quand une radio périphérique veut parler, elle vous dit, dans telle localité, par exemple le cas de Lukweti, il y a des gens qui le savent, il avait été demandé au FRDC de ne pas aller à Lukweti parce que ces gens-là étaient en train de se rendre. 2 ans après, un matin, l'information a circulé partout que les forces armées avaient violé 248 femmes dans la localité où ils n'avaient jamais mis les pieds. Ceux qui étaient, il y en a, j'en vois ici, qui étaient avec moi dans la salle, les jours où ça se passait, on a tous réagi de la même manière. Donc c'est cela. Il y a une actualité aussi que vous devez maîtriser, n'oubliez pas. Depuis le début des opérations jusqu'à ces jours, savez-vous combien de militaires nous avons perdus? Combien de militaires sont devenus invalides du fait de la guerre?
et combien sont malades du fait de s'être battus pendant longtemps. C'est des réalités qu'il faut prendre en compte au moment où on évalue la capacité opérationnelle d'une unité. Mais souvent, l'information à venir chercher chez nous, c'est est-il vrai qu'à cet endroit-là, les militaires qui sont là ne sont pas en nombre suffisant pour faire face à la menace et vaincre? Je vous dis, nous avons des ressources. Quand vous regardez les classements des armées dans le monde, spécialement en Afrique, là où nous nous trouvons aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau qui nous a été donné par ceux qui font ces classements, c'est fonction des résultats probants et de notre combativité, la capacité de vaincre. Nous en avons. Aussi, je voudrais porter à votre connaissance les éléments que voici. En ce moment précis, nous avons près de 4 unités. Si je vous dis régiment, brigade, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais c'est des grandes unités qui sont en formation, qui ont terminé la formation, qui sont en déploiement, d'autres en déploiement, d'autres en fin de formation pour venir ici. Je parle d'une unité qu'on appelle Léopard, un régiment Léopard, qui est arrivé à Bounia. Et vous verrez ce que cette unité est capable de faire à Bounia. Nous avons des unités, présentement, des régiments, autour de 1800 personnes, qui sont en formation à Kitona et à Kamina. Le régiment Léopard a fini son entraînement, sa mise en condition à Lukusa à Kisangani. Aujourd'hui, nous avons également ce que nous appelons une unité canine. Une unité capable de venir ici, de renifler un objet et d'identifier que ça, c'est un engin explosif, une bombe artisanale, et ces bombes sont fabriquées dans la maison juste à côté ici. Et ça, le chien, avec son copilote, son collègue, homme, vont ensemble jusque là où ça se fabrique, le chien entre, déniche l'endroit, et tout de suite, le dispositif ennemi est détruit. Tout cela, c'est pour renforcer la capacité opérationnelle, la combativité des unités de forces armées au profit de la sécurité pour vous tous et pour notre pays. Voilà, avant mon dernier mot, je voudrais passer la parole au gouverneur militaire qui nous accueille ici depuis plusieurs jours. Bon, c'est l'occasion de lui dire merci aussi pour la disponibilité pour les services mis en place depuis l'éruption. En tout cas, il y a eu un effort soutenu que nous avons vu ici sur place. Le Premier ministre était là, le Président de la République est là. Je crois que la République s'est mobilisée particulièrement aux côtés des populations du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur. Et s'il vous plaît, Excellence, je vous en prie. Peut-être que je leur dise un mot seulement. Parmi les unités que vous allez recevoir, il y a également une unité spécialisée dans le combat de la jungle. Cette unité-là, elle opère avec un matériel hyper moderne. La sensibilité, la température, la chaleur humaine, l'objectif est atteint. Merci. Mon général. Merci, Excellence. C'est ici l'occasion de remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a séjourné parmi nous depuis le 12 de ces mois. Cela nous réconforte et aussi le souci qu'il a en dépêchant ici plusieurs missions gouvernementales, toujours dans le cadre d'évaluation en ce qui concerne les opérations ici au Nord Kivu. Et c'est aussi une occasion de remercier toute la population du Nord Kivu qui a accueilli favorablement l'état de siège. Nous sentons cela. Et nous savons aussi qu'ils sont dans l'attente du résultat. Et devant le parterre de la presse ici, nous avons donné un peu le quintessence des opérations qui sont en cours, mais nous remontons en puissance de petit à petit, et les résultats seront probants. Je les exhorte d'accompagner leur armée, parce que beaucoup d'entre nous, même les intellectuels,
ne connaissent même pas leur armée. Même parmi les journalistes ici présents, il y en a qui disent la force armée de la République démocratique du Congo, ici. La force armée de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, même elles ne connaissent pas leur armée. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Composées de l'armée de terre, donc forces terrestres, forces aériennes, forces navales, les corps et services. C'est tout cela qui fait nos forces armées. Accompagnez vos militaires. Accompagnez l'état de siège. Mais le résultat, c'est le résultat de toute la République. Mais vos militaires qui sont ici, c'est à travers toute la République qu'ils viennent trouver leur peau ici. Et que plus jamais leurs parents ne verront leur tombe. Soutenez-nous. C'est votre armée, vous n'en avez pas d'autre. Nous sommes au service de la nation, à votre service. Merci, Excellence. Voilà, Monsieur le Gouverneur, merci pour cet appel patriotique. Comme nous l'avions dit depuis le déclenchement de l'état de siège, nous serons transparents et nous serons disponibles pour communiquer. Ici, je tiens à marteler sur ce qu'a dit les gouverneurs tout à l'heure. Nous n'avons pas deux armées, nous n'en avons qu'une. C'est celle qui est faite des hommes et des femmes qui sont braves, qui se sacrifient. Et malheureusement, on a pris coutume de critiquer l'armée parfois sur des termes qui sont choquants, mais n'oubliez pas que les brebis galeuses, il y en a dans toutes les troupes, y compris dans la presse, y compris dans les autres secteurs. Si vous nous avez vus depuis le début être au-devant de vous avec des officiers supérieurs, mais c'est parce qu'il y a un besoin de transparence et d'accessibilité qui nous anime. Et donc, lorsque vous entendez des informations du genre « il y a eu ceci, il y a eu cela », plutôt que de vouloir faire les jeux de l'ennemi, parce que les jeux de l'ennemi, c'est aussi de jeter les discrédits sur nos forces armées. Parce qu'il y a malheureusement des personnes qui se plaisent à faire cette forme de généralisation abusive et de vouloir jeter les discrédits sur tout un corps parce que simplement il y a eu 1, 2, 3 ou même 4 cas devant 150 000, 180 000 hommes de dérapage. Ici, le commandant suprême l'a dit, la volonté politique est là, elle est claire, elle est ferme. En état de siège, la justice militaire frappe, la cour martiale frappe d'ailleurs un peu plus dur les militaires que les autres. Notre armée subit beaucoup de pression. De notre part, comme population, parce que nous voulons la paix, mais aussi de la part du commandant suprême, parce que avoir le commandant suprême pendant tous ces jours sous votre administration, c'est une grosse responsabilité. Ceci doit être compris comme une détermination à mettre fin à cette situation. Et pour y mettre fin, la contribution de tous